Mais on revient en force aujourd'hui avec The Naked Kiss, qu'on a bien aimé, hein, Jade? Oui, en fait, on a découvert là, Samuel Fuller avec Naked Kiss, on l'a revu par la suite avec Shock Corridor, deux films dont je pense qu'on a bien hâte là, tous les deux de jaser. C'est sûr que ça paraît pas là, pour vous qu'on a pris une pause, mais oui, ça fait du bien d'être de retour dans l'enregistrement, mais la petite pause a été bienvenue aussi. Là. Oui, tu le mentionnes, c'est ça, on a deux films de Samuel Fuller, on va parler aujourd'hui de The Naked Kiss. Prochaine émission, ça va être Shock Corridor, un peu comme John Woo dans la première dizaine, là, en 8e et 9e place, il y avait deux de ses films, donc encore une fois, on a deux films en 18e et 19e place. Je crois pas, par exemple, que pour la prochaine dizaine, ce soit le cas, mais bon, ça arrive quand même assez fréquemment qu'il y ait des réalisateurs back-à-back. Ben oui, il y a pas Flesh for Frankenstein puis Blood for Dracula. Mais ils sont à 26 puis 27, je pense, ou 20, ouais, 26, 27. Ben c'est ça. Mais c'est pas 8-9. Ah, ok, oui, dans ce sens-là, mais oui, c'est vrai. C'est il y a encore une fois le même réalisateur qui s'en vient avec participation de Andy Warhol. J'ai bien hâte de voir ça. Chaque chose en son temps. Par contre, aujourd'hui, on parle de Naked Kiss. On l'a dit, de Samuel Fuller, un réalisateur que je pense qu'on va porter de plus en plus attention parce que c'est une maudite belle découverte, là, je pense. Peut-être en parler un petit peu de lui, de sa carrière. C'est un auteur et un réalisateur américain reconnu pour ses films de genre. Donc, on le rappelle, des films de genre, c'est des films de série B, un peu. On l'associe ça beaucoup à des films d'horreur, mais c'est pas toujours le cas. Comme ici, c'est pas un film d'horreur, c'est un film noir. Mais c'est un thriller, j'ai l'impression. Ouais, le prochain aussi, d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Il fait beaucoup de films avec des thèmes controversés. Bon, on a lu, c'était pour Shock Corridor en fait, mais on a lu que c'est sûr que quand tu fais un film de série B, ça a une moins grande portée, donc c'est plus facile de laisser passer des thématiques un peu plus lourdes, disons. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir ça. On va y revenir dans quelques instants. Donc, son premier scénario, en fait, c'est le film Hats Off, un film de 1936. Puis sa première réalisation va venir 13 ans plus tard, en fait, avec le film I Shot Jesse James. Ce qu'il faut comprendre pour Fuller, c'est que dans les années 40 et 50, il va surtout faire beaucoup de western, puis des thrillers de guerre. Lui-même, c'est ça, il est allé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il va beaucoup faire ça jusqu'à dans les années 60, où là, il va faire des néo-noirs, des films, des enquêtes policières qui impliquent parfois des journalistes, parce que lui-même est un ancien journaliste aussi. Donc, Shock Corridor et Naked Kiss, c'est des bons exemples de ça. Puis c'est aussi ces deux films, je crois, les plus connus. Il y en a un troisième, je crois pas qu'il est Criterion, mais c'est The Big Red One. Ouais, The Big Red One, qui est un film de guerre, encore une fois, mais qui a fait beaucoup plus tard, parce que dans les années 70, c'est ça, il va un peu s'effacer. Il fera pas de film, ou à peu près pas, mais il va revenir ça en 1980, puis Big Red One va connaître quand même un bon succès à Cannes. Donc voilà, puis il va faire aussi le film expérimental White Dog. Puis je crois que White Dog est dans Criterion, parce qu'en fait Samuel Fuller a 5 films dans Criterion, donc il y a ces deux là. Je pense qu'il y a de Crimson Kimono, quelque chose comme ça, White Dog, puis un autre là, qui m'échappe, mais c'est ça, il n'y a pas de Big Red One, donc il va falloir le regarder en dehors de la collection, mais c'est bien correct aussi. Ces films à leur sortie n'étaient pas très appréciés du public. Je sais pas si je peux dire ça parce que ils rejoignaient pas un si grand public que ça, mais par contre ils vont gagner en popularité auprès des critiques, notamment parce qu'il va être une influence notable de la nouvelle vague française, puis spécialement de Luc Moulet. Donc voilà, puis c'est ça, il s'inscrit bien aussi dans la politique. On en a parlé dans l'émission sur les 400 coups, en fait, la nouvelle vague française. On va pouvoir y revenir bientôt, mais c'est ça, c'est la politique des auteurs du cahier des cinémas, c'est le fait que le réalisateur devrait être l'auteur du film. C'est le cas ici, tous les films que Samuel Fuller fait, c'est lui-même qui les écrit. Il va écrire lui-même d'ailleurs beaucoup de romans, on en voit un dans le film aussi. Mais c'est ça, je voulais pas nécessairement rentrer là-dedans tout de suite, là, mais peut-être un petit fait intéressant. Là, Samuel Fuller fait beaucoup de l'auto-référencement. Il réfère à ses films, réfère à sa vie, réfère à ce qu'il a vécu, réfère à ses livres, puis ça, puis on peut en rejaser un petit peu plus tantôt. Ouais, c'est ça. Puis son style visuel, puis son rythme aussi, parce que il y a quand même un bon rythme. Là. C'est assez linéaire comme récit, mais tu sais,
en tout cas, ça a un rythme particulier. Ils vont être considérés comme typiques du cinéma américain avant-gardiste, puis ils vont être salués par leur simplicité aussi, parce que c'est des films simples, mais c'est ça qui aborde des sujets... je ne veux pas dire tabou, là, mais qu'on aborde pas... controversé un peu, difficile, je pense, époque, à exploiter aussi. Puis c'est ça, les deux, là, Shot Corridor et The Naked Kiss, sont des histoires somme toute assez simples, justement. Pas un scénario hyper étoffé, là, mais c'est dans la façon d'aborder les thématiques difficiles. Là, je l'ai dit, là, dans le fond, comment il fait que ça amène toute une autre dimension à quelque chose qui pourrait être assez flat là, normalement. Puis en tout cas, j'ai bien apprécié les deux. Ben, vous allez le voir avec Naked Kiss, là, c'est notre premier film. Puis les deux, lui et Shot Corridor, sont quand même assez... c'est ça, ils ont... C'est lourd un peu quand même. Mais bon, on va y arriver très bientôt. Juste terminer avec Fuller, il est considéré une influence pour les grands réalisateurs qui sont Quentin Tarantino, David Lynch et Jim Jarmusch. Il est décédé en 1997, Samuel Fuller, donc voilà, il ne fera plus de films, mais comme je l'ai dit, il y a 5 films dans la collection. Donc The Naked Kiss, c'est quoi? C'est un film américain, en fait, c'est seulement notre 3e film américain de Criterion, de 1964, donc très important de noter l'année pour bien comprendre à quel point c'était avant-gardiste. C'est un film 90 minutes, donc c'est ça, un film... c'est rare qu'il y ait des films low budget, ils font des 2 heures, 2 heures et quart, là. Souvent c'est assez short and sweet. C'est un film en noir et blanc, avec un format 1.75.1. C'est un néo-noir, on l'a mentionné, un mélodrame aussi, là, on pourrait dire ça. Ouais. C'est très... parce que c'est très tiré des pulp novels, en fait, je sais pas si c'est des romans pulpeux. Je sais pas si c'est une expression qui existe, mais bon, on connaît tous l'expression fiction pulpeuse de Tarantino, son film, mais qui fait aussi beaucoup référence aux romans de fiction, de fiction pulpeuse. Bah oui. C'est des films, en fait, on pourrait les traduire en fait en films à 10 scènes, des livres à 10 scènes. C'est des espèces d'histoires là, des enquêtes là, assez simples, mais qui vont droit au but, puis dont le seul but est de divertir. Mais c'est ça, on appelle ça pulp novel parce que c'est basé sur... c'est le livre est lui-même fait à partir de la pulpe de mauvaise qualité, disons. Là, donc c'est ce qui explique pourquoi... tu vois, je me demandais d'où ça venait, puis tu sais, même au début de Pulp Fiction, il y a comme l'espèce d'extrait de dictionnaire, genre, là, puis... mais... c'est vraiment intéressant, je savais pas ça. Puis ça vient... ça va dans le genre de ce que c'est supposé d'être. Ben c'est ça fait comme... c'est comme un livre de 2e gamme. Donc là, ici, c'est un film de genre, donc un film de 2e gamme aussi, qui est pas nécessairement moins bon, mais qui est, disons, moins bien vu normalement. Mais je crois que Fuller a jeté la table, disons, pour Tarantino, mais plein d'autres réalisateurs aussi, à faire des films de série B qui sont vraiment le fun au final. Mais bon, c'est le studio Allied Artists qui a produit ou distribué le film sur un budget de 200 000 $. Donc on voit que même à l'époque, c'était pas tant d'argent non plus. Une distribution, Fuller, lui, c'est ça, un peu comme Tarantino, lui, il est connu pour prendre des acteurs qui étaient populaires avant, qui là, ils font absolument rien, puis ils relancent un peu en quelque sorte leur carrière. Fuller, c'est un peu l'inverse, si je peux dire. Il prend lui aussi des acteurs pas très connus, mais ils deviendront pas connus à cause de ses films. En fait, ils vont juste demeurer des purs inconnus ou la plupart du temps. Sauf peut-être Constance Towers, qui même, on la connaît pas plus de toute façon, mais c'est la seule, disons, qui a eu une certaine carrière. Elle est surtout connue pour quelques films populaires des années 50, puis son travail à Broadway jusque dans les années 70. Elle va jouer notamment dans The Horse Soldiers de John Ford et Sergeant Rutledge. Après les 2 films de Fuller, elle va à Broadway, notamment dans The King and I avec Yul Brynner, qui joue, il joue dans plein de trucs. Là. Il est surtout connu à la fin de vie parce qu'il a fait beaucoup de pubs. On parle pas de lui nécessairement, là, mais il a fait beaucoup de pubs contre la cigarette puis des trucs comme ça, là, parce que lui il avait un cancer, je sais pas, là, des poumons, quelque chose comme ça. Mais il joue dans le film de Westworld aussi, le personnage principal, je ne m'abuse. Mais c'est ça, aujourd'hui elle fait surtout de la télévision, Constance Towers. En fait, c'est la seule qui est encore vivante du cast, ou à peu près. Mais voilà. Donc elle joue le rôle de Kelly, on va y revenir un peu plus tard. Il y a Anthony Aisley qui joue le rôle de Griff. Lui est surtout connu pour son rôle de Tracy Steele, qui est un détective dans la série à succès Hawaiian Eye. Donc une grosse série à succès dont on n'a jamais entendu parler, une série des années 50 là, donc c'est 50-60.
J'allais dire Dick Tracy, mais ça aurait pu avoir du sens, surtout Tracy détective. Mais non, malheureusement. Michael Dante, qui joue Grant, lui, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, malheureusement. Virginia Gray, elle, qui joue Candy, on va y revenir. La tenancière d'un bar. Elle est surtout connue pour sa love affair, je n'ai pas trouvé de traduction. Son histoire amoureuse, sa liaison. Avec Clark Gable, lorsque sa femme, lui, est décédée, dans les années 40. Elle a joué dans beaucoup de choses, mais rien de très connu, sauf peut-être All That Heaven Allows, qui est aussi un Criterion, si je ne m'abuse. Donc voilà. Il y a d'autres aussi. Il y en a une, je me souviens plus de son nom, là, mais qui était réputée pour porter des tenues osées dans les cérémonies des Oscars puis tout. Là. Donc vous irez voir la page IMDb, là, on la voit, elle a une robe assez osée là, pour l'époque, là, pour les années 60. C'est bof, j'imagine, ou dans le film? Ouais, je pense que oui. Je suis plus sûr, mais en tout cas, peu importe, là, tous les autres personnages jouent pas vraiment un très grand rôle. Le scénario est signé de Fuller, comme on l'a dit. La musique est de Paul Dunlap et le directeur photo est le fameux Stanley Cortez. Donc voilà, on pourrait peut-être... je vais passer avec l'édition Criterion. On a vu quelques-uns des bonus, là, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc il y a évidemment une restauration du film, parce que le film est quand même assez âgé. Il y a une nouvelle entrevue avec Constance Tower par l'historien et le réalisateur Charles Dennis, qui, on l'a vu, ça, c'est une entrevue d'une trentaine de minutes, à peu près 28 minutes, très intéressante, vraiment. Towers, elle a toute sa tête, quand même, puis elle nous raconte des belles anecdotes sur le fait pourquoi est-ce que ce film-là est avant-gardiste, qu'est-ce que c'est de travailler avec Samuel Fuller, c'est quand même assez intéressant, parce que Samuel Fuller, on le voit aussi dans un autre bonus feature, c'est des segments d'une entrevue de 1983 de South Bank Show, dédié à Fuller. Ça, on ne l'a pas vu, puis il n'est pas disponible sur la plateforme, mais il y a 2 entrevues avec Fuller, donc une de 1967 tirée de cinéastes de notre temps, puis une de 87 avec Fuller pour l'émission Cinéma. Donc c'est quand même tout un personnage. Samuel Fuller, là, il est très... je m'en fous, là, puis... toujours avec son cigare aussi, là. Je pense que c'est un gros trait caractéristique, puis c'est ça, il aime faire d'autoréférencement, il y avait des opinions, l'entrevue qu'on a regardée, je sais pas c'est laquelle des deux, en fait je pense que c'est celle de Cinéma, mais c'était divisé en segments, là, la religion, l'argent, le sexe, l'amour, les femmes, puis il y avait juste Fuller qui disait ce qu'il pensait de tous ces sujets-là, puis c'était quand même super intéressant. Je pense que c'est la religion que ça a été, je crois pas en les religions, puis ça s'est arrêté. Exactement. C'est ça, c'est un beau personnage, vraiment, tu sais, il y a des propos qui pourraient en choquer certains, mais bon, c'est un personnage quand même. Il disait, moi je comprends pas ça, les réalisateurs qui connaissent quel type de lentilles utiliser, comment faire un plan. C'est pas le rôle du réalisateur. Le réalisateur, il faut qu'il dise ce que c'est qu'il veut, puis c'est son équipe là, qui fait que c'est qu'il veut. Et le réalisateur n'a pas à connaître tous les aspects. Là. Donc lui, c'est ça. C'était vraiment... je pense que c'est surtout un bon auteur plus qu'un bon réalisateur. Il n'y a pas beaucoup de forme dans ce qu'il fait. Là. Non, il raconte une histoire. D'une histoire, c'est très romancier, en tout cas, pas romantique certains, mais en tout cas, ça fait très roman. Là. C'est pas du théâtre filmé, là, loin de là, mais comme c'est ça. C'est très straightforward, assez linéaire, puis c'est très très bien. Il y a la bande-annonce du film originel aussi, puis il y a un livret avec des illustrations du cartooniste Daniel Close. Comme vous pouvez voir, si vous l'écoutez sur YouTube, en fait, on voit la pochette du film, quand même assez stylée, beaucoup de jaune, beaucoup de rose. Les deux pour ça, puis pour Shock Corridor, c'est très stylé. C'est Daniel Close justement qui les a fait, puis il y a d'autres extraits du film qui a cartoonisé, disons, puis qui sont disponibles dans la pochette, dans l'édition Criterion, là, c'est ça, comme dans la pochette. Puis il y a un essai du critique et poète Robert Polito et des extraits de l'autobiographie de Fuller qui s'intitule A Third Face, My Tale of Writing, Fighting and Filmmaking. J'aimerais bien ça là. Je pense à son autobiographie, ça a l'air d'un personnage assez coloré justement, puis qui a des très bonnes idées, puis il est en voie de devenir pas mon réalisateur favori, parce que c'est ça, disons un réalisateur que je vais commencer à porter attention, puis voir qu'est-ce que ça donne. Même ses premiers westerns, ça devait être assez... Ça devait pas être des westerns typiques, parce que The Big Red One, qui est son film, disons, plus populaire, je lisais des critiques de gens sur Letterboxd, puis ils disaient
je m'attendais à un drame de guerre typique, puis c'est pas du tout ça que j'ai eu. Puis là, j'ai pas eu de détails, je voulais pas me spoiler non plus, parce que sûrement qu'on finit par l'écouter, mais c'est ça, ça a l'air... il hésite pas à sortir des chantiers battus. C'est très Tarantino, en fait, là, pour ceux qui voudraient une image. Là, ça ressemble beaucoup à ça, puis justement, on parlait de Pulp Fiction, puis tout, mais on va pouvoir y revenir dans la section de nos impressions, parce que je sais que pour toi, ça a fait quand même des impressions fortes, justement, les comparatifs avec Tarantino, puis tout ça, donc pour nous exposer ça. Je vais me lâcher lousse. Ben, je vais te laisser y aller avec le résumé du film, parce que c'est ça, c'est quand même une belle histoire, une histoire assez typique, là, mais... belle histoire, c'est peut-être pas le terme que j'emploierais, c'est une histoire. Mais c'est ça, en fait, puis ça c'est drôle parce que quand on le regardait justement, tu sais, tout était vraiment tellement beau, puis tu sais, Kelly arrive un moment donné, quand elle met le pied dans la ville, là, elle veut se louer une chambre, puis là, j'y avais dit justement, tu sais, tout est vraiment parfait en ce moment, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, puis où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui va faire que ça casse, comme, puis finalement... J'ai pas eu vraiment ce que je voulais, mais comme c'est cool. Moi j'ai j'avais peut-être plus d'attente, je sais pas. Enfin, bon, donc la scène d'ouverture de ce film-là, je pense que c'est une des scènes d'ouverture là qui va nous avoir le plus marqué dans nos vies là. C'est quelque chose qu'on a rarement vu. En fait, c'est puis il faut se replacer aussi au fait que le film date des années 60, là, fait que c'est quand même jamais vu. Dans le fond, il y a Kelly qui est Constance Tower qu'on voit dans le fond frapper la caméra. Le film commence tout de suite comme ça. Il y a même pas de générique, il y a rien, il y a même pas le titre. Donc on voit Kelly qui frappe avec ses souliers, sa sacoche, je pense. Quelqu'un qu'on sait pas trop c'est qui, pour finalement se rendre compte que c'est son proxénète. Dans le fond, Kelly est une prostituée. Puis, c'est ça, t'as comme une espèce de 2-3 minutes où c'est juste ça, avec la grosse musique forte, quasiment du jazz, là. C'est vraiment intense. Puis, ça frappe directement la caméra, dans le fond, donc c'est quand même intéressant. C'était une caméra, c'est ça, qui était... handheld, là, je sais pas, tenue à main. Une petite caméra style années 60 à la main. Là. Pour ceux qui ont déjà vu Dirty Dancing 2, cette caméra-là. Très peu de gens ont vu Dirty Dancing 2. Mais bon. Mais moi, je l'ai vu. Oui, c'est donc, vrai. Voilà. Puis après ça, t'as justement l'ouverture du film et tout, pendant que Kelly replace sa perruque. Ouais, ben c'est parce que ça, tu l'as pas dit, parce que dans cette bataille-là entre les deux... Oui, c'est vrai, mon Dieu, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ses cheveux, quelqu'un tire sur ses cheveux, puis elle est complètement chauve, donc ce qui rajoute un peu à l'espèce d'absurdité de ce qui se passe. Puis là, je vais te laisser continuer, mais ça, c'est qu'elle prend, il y a comme une grosse pile d'argent, puis elle prend 75$ de ça, puis elle s'en va se maquiller pendant le générique d'ouverture. Voilà, elle replace sa perruque, se maquille, tout ça, parce que dans le fond, ce qui se passe, là, c'est que son pimp, il a pris de l'argent auquel elle avait droit, donc elle bat, puis après ça, elle prend juste les 75$ qui lui reviennent, dans le fond, alors qu'il y a comme 800, là, je pense, sur lui. Mais bon, voilà. Puis après ça, générique de début sur son remaquillage et son replaçage de perruque. Très beau générique de début aussi. Là. C'est très... ça devait pas être... si innovateur que ça, là, ce type de générique-là, mais c'était une belle façon originale. C'était le fun, tu sais. Puis c'est, dans les deux cas, tu sais, c'est qu'elle nous regarde directement aussi, là, dans le miroir, dans la caméra, tout ça. Fait enfin, c'est quand même vraiment le fun. Donc, le mais film, c'est pas l'histoire, c'est ça. Non, c'est tout. Le film s'ouvre comme ça. Donc, Kelly, dans le fond, son objectif, là, c'est de partir de cette ville-là, de déménager, puis de se refaire une nouvelle vie, de laisser son emploi, si vous voulez, de prostituée de côté, puis de repartir à neuf, finalement. Donc, elle arrive dans une ville qui se nomme Grantville, où, à la gare, dans le fond d'autobus, elle va rencontrer Griff, qui est capitaine de police, puis un peu, on pourrait dire, proxénète à ses heures, là. Griff lui suggère fortement en fait, c'est pas vrai. Ils vont... j'oublie une petite étape. Griff va la suivre dans un parc, puis là, elle explique qu'elle vend des produits un peu style Avon, là, Mary Kay et compagnie. Puis finalement, ils vont coucher ensemble. Hein? Les choses s'amènent là. Puis après cette nuit-là, Kelly essaye de refaire ça autrement. Puis Griff va quand même essayer de la convaincre de se rendre chez Candy, qui est, on en parlait tantôt, là... dans le fond, Candy, qui est la tenancière d'un bar, qui est aussi... C'est un bar de striptease, quand même. Puis Candy, qui a tous ses serveuses qu'elle appelle ses bonbons. Elle met vraiment bonne, là, en anglais. Donc, c'est ça. Griff essaie de l'envoyer là, mais Kelly n'ira pas. Kelly, à place, se trouve un emploi d'infirmière, genre, là, dans un hôpital pour enfants handicapés, mais elle a aucune qualification. Donc, voilà. Mais elle est bonne avec les enfants. C'est ça. Puis ça disait aussi, je pense qu'elle avait jamais réussi à avoir
d'enfant, elle peut pas, là, donc c'est ça, il y a plusieurs moments dans le film où il nous montre son espèce d'instinct maternel, là, quand elle nourrit un bébé dans un carrosse, pis tout ça, enfin... mais bon, c'est ça, donc Kelly va être infirmière, puis elle va se trouver une chambre là, dans une petite auberge là, où la... Chez quelqu'un, ouais. Ouais, c'est ça, je me rappelle pas de son nom, mais dans le fond, quand elle arrive là, elle demande si elle a besoin de ses références, puis elle dit « Oh non », elle dit « T'as un beau visage, c'est tout ce qu'il me faut », puis elle y montre le miroir, puis elle dit « T'as l'air d'une âme pure », puis tout, puis enfin, c'est particulier, mais à Granville, les choses sont belles, puis on n'a pas besoin de se poser plus de questions. Oui, tu l'as trouvé? Cette dame-là, non, j'ai pas trouvé encore, mais cette dame-là, en plus... elle a comme un mannequin ou je sais pas trop quoi. Charlie, c'est ça, c'est son mari qui est mort là, à la guerre, on croit. Ouais. C'est un mannequin qui porte son blouson, son habit de guerre avec son chapeau et tout ça. Enfin. Mais oui, c'est ça, c'est qu'elle s'appelle Charlie, puis il s'appelle Charlie, puis c'est ça, Miss Josephine, voilà. Puis tu sais, elle, Miss Josephine et finalement Kelly vont se mettre à y parler comme si c'était vraiment quelqu'un aussi. Là. Ça, mais elle dit, tu sais, en arrivant, Joséphine lui dit tu peux jaser avec, tu sais, Charlie est là, puis tout ça, fait que c'est particulier, mais enfin, ça ajoute au charme de Granville si on veut. Donc, c'est ça. Après quelques jours à sa nouvelle job, dans le fond, il y a Griff, l'agent de police, qui invite une de ses collègues à un party, dans le fond, chez Grant, qui est, là, vous aurez deviné, Grantville, Grant. Voilà. Donc, l'espèce d'homme le plus influent de la ville, là, qui a quasiment toutes les entreprises, puis un homme riche, là, que tout le monde aime beaucoup. Donc, Griff invite la collègue de Kelly. Kelly se rend là avec elle. Puis, ben, il y a quasiment un coup de foudre instantané entre Grant et Kelly. Après ça, ben après quelques semaines de fréquentation seulement, Grant va demander Kelly en mariage. Par contre, Griff essaie de dire à son ami que Kelly est pas celle qu'il croit, qu'ils ont couché ensemble pour de l'argent, que c'est une ancienne prostituée, etc., etc. Puis ben là, après, les choses commencent à se mettre sous tension, on peut dire ça comme ça. Donc Kelly, qui a jamais caché vraiment son passé là, à Grant, va découvrir quand même assez rapidement que lui, par contre, est pas la personne qu'elle croit. Donc là, je n'en dirai pas plus. Non. Mais c'est ça, donc un petit thriller suit pour la deuxième partie du film par la suite. Donc voilà. Ouais. C'est un film vraiment particulier. On va peut-être en parler. On n'a pas beaucoup d'informations sur le film parce que vu que c'est des films de série B, ils n'ont pas eu, disons, je sais pas, le reach, je sais pas, ouais. Ben, reach, c'est quoi reach en français? L'atteinte. Ouais. En tout cas, hey, on s'excuse pour ça. Parce qu'on baigne beaucoup. Souvent, on baigne beaucoup dans l'anglais aussi. Tu sais, le cinéma, c'est un peu un domaine anglophone. On prend nos informations des textes publiés en anglais aussi, qu'on traduit nous-mêmes. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile. On pense plus facilement en anglais. Peut-être qu'on devrait le faire en anglais, le podcast, c'est tant qu'à faire. Mais bon, mais c'est ça. C'est ça, vu que c'est des films de série B, ça avait moins d'atteinte justement, puis c'est ça, ça a moins été publicisé que ça. Shock Corridor a peut-être été plus, mais on fait qu'est-ce qu'on peut. On va en parler plus parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire de nos impressions, parce que c'était vraiment le fun. Mais je vais te laisser y aller avec mes impressions ou les infos. Les infos, parfait. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, là. En fait, j'ai plus du pendant puis du après là, pour la réception critique puis tout ça. Donc, tantôt, on parlait de Charlie, là, dans la chambre de Kelly. Charlie serait en fait un hommage au réalisateur Samuel Fuller, parce que on peut voir, bon, j'ai pas remarqué, là, mais après, en tout cas, on pourra retourner voir ça. Charlie aurait apparemment un insigne du Big Red One sur son veston. Puis dans le fond, Fuller a servi dans le Big Red One dans la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il a fait un film sur cette expérience-là qui est The Big Red One en 1980. C'est quoi The Big Red One? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ça, merci. En faisant des petites recherches là-dessus, je voulais le dire justement. Je me demandais c'était quoi The Big Red One. Je me disais, bon, c'est l'Amérique, c'est la première Big Red, la première One. Pas en tout, là, finalement. Big Red One, c'était un gros 1 rouge sur l'insigne, donc tout simplement. Là, puis ça a eu le surnom. C'est le premier régiment. C'est le premier district, infanterie, enfin, bataillon, etc. On les connaît, nos termes militaires. Mais c'est ça, des États-Unis là, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc voilà. Ça fait partie, ce film-là, des 100 drôlement mauvais films qui ont été jamais faits dans le livre officiel des Razzies. Fait que c'est pas rien. Je suis pas d'accord non plus. Un très bon film. Mais ben c'est ça. Ça dépend c'est quoi la définition de mauvais. Là. Si mauvais, c'est pas de budget. Ok, mais comme. Mais en même temps, c'est particulier. Ça va un peu partout en même temps. Il y a pas. C'est quand même. Mais c'est une aventure cheesy, cinématographique là. C'est cheesy à la limite là, mais il y a des films, Transformers, tant qu'à moi c'est plus cheesy que ça là, mais bon, que voulez-vous? Ben voilà, je sais pas trop, mais pour moi non plus ça a pas été un mauvais film nécessairement, mais on pourra revenir un peu plus pendant nos impressions. Tantôt je disais que Fuller faisait beaucoup d'auto-référencement. Dans le fond, quand Kelly se rend à Grantville, parle sur un banc de parc avec Griff là, après être descendu de son bus, puis elle lit un roman de Samuel Fuller qui est The Dark Page. Bon, donc c'est ça. Il aimait bien ça, se plugger aussi. Puis par ailleurs, pendant que Kelly marche pour se rendre à son banc de parc, on voit qu'au cinéma, Shock Corridor est sorti. Puis dans le fond, c'est ça, Criterion, je sais pas si t'as une réponse à ça, mais Criterion, je sais pas pourquoi ils ont mis Naked Kiss avant Shock Corridor, parce que dans les faits, Shock Corridor est sorti avant. Puis justement, ben pendant que Naked Kiss a lieu, dans le fond, Shock Corridor est au cinéma, donc ouais, je sais pas non plus, mais je me questionnais aussi parce que pour John Woo, ils ont mis The Killer avant Hard Boiled, ce qui est la façon chronologique de les placer. Puis je pense aussi que pour les deux je sais plus, mais en tout cas pour la prochaine dizaine aussi, je crois qu'ils sont en ordre chronologique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est dommage parce que ça, il y aurait pas nécessairement eu une plus-value à voir Shock Corridor avant. Mais c'est ça, on voit Shock Corridor, quand tu le sais pas, nous autres on savait évidemment que c'était le prochain film sur notre liste, mais quand tu sais pas que c'est de lui, ben tu manques un peu la référence, mais bon. Mais effectivement, mais comme le roman aussi, on le voit jamais vraiment. Là, on le sait parce qu'on l'a lu sur IMDb, mais honnêtement, il n'y a jamais de close-up sur le roman. On voyait le titre à un moment donné, mais je me suis questionné à savoir c'était quoi. Puis c'était quelque chose que je connaissais pas, fait que je suis pas allé plus loin. J'ai pas remarqué si le nom de Fuller était sur la page couverture, mais bon. Je ne pourrais dire, j'ai vraiment pas remarqué ça du tout. Il m'en reste pas beaucoup là, honnêtement. On parlait tantôt de la perruque là, de Kelly au début. Dans le fond, c'était vraiment drôle ça. On l'a revu pendant un des special features. Dans le fond, c'est ça, tu sais, Kelly se bat avec la caméra, dans le fond, puis il y a comme quelqu'un qui sort de nulle part pour tirer sur ses cheveux, puis on avait même pas remarqué ça à la première écoute, mais à la deuxième, tu vois que ça a vraiment aucun sens, et c'est Samuel Fuller qui tire sur sa perruque. Puis Samuel Fuller, dans son autobiographie, a mentionné que Constance Towers s'était vraiment rasé les cheveux pour cette scène-là, mais elle a dit, à toutes les entrevues qu'elle a eues après, elle dit non, elle dit c'est pas vrai, puis en plus, on voit vraiment là, l'espèce de casque là, de scalp. C'est pas super. Mais on le voit quand même, puis il y aurait un moment aussi, puis ça, j'ai pas porté attention non plus, il y a un moment où, pendant qu'elle se replace toute là, dans le miroir, on verrait en dessous là, un bout de mèche de cheveux dans le fond de sa nuque là. Fait que enfin je l'ai pas remarqué. Concernant la réception de ce film-là, on disait que c'était mi-figue, mi-raisin, disons. La réception critique a été somme toute assez bonne. On avait dit que Fuller savait naviguer avec habileté à travers des thèmes difficiles, puis que Constance Towers était parfaite dans le rôle qu'on lui donnait. Tu sais, ce qui est pas une excellente critique en elle-même, là. Dans le fond, ça dit des choses vides, j'ai l'impression, mais enfin. Puis il y en a d'autres qui ont dit que le scénario avait vraiment aucun sens, mais que le film était esthétiquement réussi, puis c'est quand même une réflexion qu'on s'est passée aussi là, pendant qu'on le regardait. Puis finalement, Shock Corridor, qu'on a déjà mentionné, et ce film-là ont jamais réussi à obtenir l'autorisation de jouer dans les cinémas au Royaume-Uni jusqu'à 1990. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, non, ça disait juste qu'ils ont pas réussi à avoir l'espèce d'accréditation là. Mais voilà. Des choses qui arrivent. Mais c'est ça, c'est Shock Corridor vraiment qui est le plus connu, notamment dans les 1001 films là, qui est fait par, là, je me souviens plus, Schneider en fait, c'est un critique là, mais il se trouve pas là-dedans alors que Shock Corridor se trouve dans les 1001 films à voir. Donc c'est un film qui est passé un peu sous silence, et puis pourtant que je trouve qu'il est du même calibre que Shock Corridor, peut-être même mieux. Bon là vous avez pas entendu Shock Corridor, mais tu sais moi
on serait rendu à parler de nos impressions, puis il y a plein d'éléments qui sortent un peu de nulle part. Là, c'est vraiment, je vais y aller en ordre? Pas nécessairement en ordre, mais le résumé qu'on a fait l'exprime pas tant que ça, mais ça parle beaucoup de thèmes novateurs, ce truc-là, ou du moins de thèmes tabous. Ça parle surtout, j'en ai. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas nommer? Non, il y en a 4. Je vous dirai pas à quel niveau sont exploités dans le film, pour pas nécessairement spoiler le film, mais il y a quand même 4 thèmes qui reviennent, puis qui sont assez novateurs. Il y a notamment justement la pédophilie qui est mentionnée, où il y a des unplanned pregnancy, là, c'est grossesse non désirée, dans le fond, là. Exactement. Donc slash avortement aussi. Il y a moins d'avortements. On en parle, là, c'est abordé, disons. Il y a aussi les enfants handicapés en général aussi, là. C'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça, handicapés, disons, physiques, là, pas mentaux, mais comme c'est quand même rare qu'on voit ça, puis qui mène d'ailleurs à une chorale pour le moins vraiment... Scène vraiment trop longue pour rien, et quand même particulièrement malaisante aussi, là, en plus dans les entrevues, puis dans les documentaires, pis ça. Je pense qu'on a vu cette scène-là comme 8 fois, là, puis on n'est plus capable, honnêtement. C'est une chanson que les enfants chantent, puis que Kelly répond aux enfants, donc ça dure comme 4-5 minutes. C'est interminable, honnêtement. Un peu malaisant, mais on s'en souvient, puis on va s'en souvenir jusqu'à la fin de nos jours, je pense. On va se rappeler des paroles aussi, là. On se les chante de temps en temps. Vous irez écouter ça sur YouTube, là, ça vaut la peine. Puis, pédophilie, unplanned pregnancy, handicap, et puis la prostitution aussi en général, en tout cas, je sais pas si c'est juste ma vision qui est pas biaisée, mais en tout cas, je sais pas trop, mais on dirait que dans les années 60, ça se parlait pas tant que ça. La prostitution, on savait qu'il y en avait, ça existe depuis longtemps, mais on dirait que ça m'a étonné, c'est quand même une époque assez conservatrice aux États-Unis. Bon, c'est la lutte évidemment pour les droits civiques, c'est l'assassinat de Kennedy, c'est plein d'affaires en même temps, un gros bouillonnement qui se passe aux États-Unis, puis de voir ça dans un film, c'est un film de série B quand même, là, si je l'avais vu dans... peut-être pas Laurence d'Arabie, là, c'est pas un bon exemple, mais c'est un gros film des années 60, peut-être que ça aurait été encore plus marquant, mais ça m'a vraiment surpris. Je peux peut-être commencer en fait par ce qui m'a le plus plu dans le film. C'est l'aspect kitsch, l'aspect quétaine de tout ça. Pas quétaine, mais je sais pas comment le dire, mais un peu... c'est cheap, surjoué, c'est les lignes en fait. Là, c'est ça, c'est le scénario en général, puis les situations, le nom des gens. Justement, dans le générique du début, c'est vraiment les prostituées de Candy sont vraiment introduites comme étant Candy's Bun Buns. Donc les bonbons de bonbons. Tu m'as dit que ça ressemblait beaucoup à du Tarantino. Ça ressemble beaucoup à du Tarantino. Le monde, on sait dans Reservoir Dogs notamment, tous ces personnages portent des couleurs. Portent des couleurs. Portent le nom de couleurs. Voilà. Dans Pulp Fiction, évidemment, Marcellus Wallace, c'est pas un nom si flyé que ça, mais t'as The Wolf là, qui est joué par Harvey Keitel. T'as toujours des noms un peu plus badass comment il s'appelle dans Inglourious Bastard, en tout cas le tueur de l'ours juif, non je sais pas, en tout cas c'est ça, Tarantino aime beaucoup donner des noms badass à ses personnages. Fuller aussi, il y a Candy's Bun Buns évidemment, et il y a même Charlie qui est le mannequin, le faux mari, disons, là, qui est un mannequin qui est introduit comme Charlie himself. Donc, c'est ça, il est dans les crédits, ce fameux Charlie. Il y a cet aspect-là. Toutes les lignes aussi sont très quétaines un peu. Il y a beaucoup de références à la littérature, à la philosophie. On parle de Goethe énormément. Goethe qui est toujours mal prononcé. C'est ça. Puis dans le fond, elle, qui est une prostituée, l'appelle... mon Dieu... je sais pas, ça doit être Gauthier, quelque chose de même. Ouais, probablement, oui. Puis c'est ça. Puis t'as Grant, qui est l'homme riche, dans le fond, qui la reprend sur sa prononciation. Il y a une espèce de moment où c'est bizarre un peu, tu sais...
elle a dit, je pense qu'elle en parle à Griff au départ de son espèce de fantasme là, de se rendre à Venise sur les canaux, puis d'être dans un bateau, puis il y a des feuilles d'automne qui tombent sur elle, puis tout ça, puis il y a ce moment-là dans le film où elle est avec Grant, puis là, ils sont sur son sofa, puis finalement, ils se retrouvent dans leur fantasme, là, sur un canal à Venise, puis c'est les lignes qui s'échangent aussi, il y a quelque chose avec une bouteille de vin, puis une femme, là, genre, je me souviens plus, les blondes d'un homme, ce sont des... c'est comme a girlfriend is a bottle of wine puis a wife is a wine bottle, tu sais, c'est l'espèce de contraste qu'on comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ou c'est peut-être l'inverse aussi, là, ça se peut que je l'ai c'est plein de phrases qui sont comme un peu vides de sens mais qui que tout le monde semble accepter mais c'est ça, puis Kelly capote là-dessus, là, elle est vraiment ben trop excitée, il y a beaucoup de la chanson aussi Moonlight Sonata de Beethoven, puis Kelly a dit he carved this sonata out of moonlight. Puis tu sais, plein de phrases, là, tu sais, des quétaineries, là, comme ça se peut pas. Mais ça marche, tu sais, c'est ça. Elle sort de l'autobus, puis elle donne le biberon au bébé. Oui, c'est plein d'affaires random. Mais ça, j'ai vraiment apprécié ça parce que ça me rappelle justement beaucoup Tarantino, beaucoup Pulp Fiction, évidemment. Des situations complètement inusitées. La scène du début est un bon exemple aussi, mais la scène un peu plus tard aussi, Kelly se confronte avec Candy, puis elle l'attaque violemment. Elle rentre dans la pièce, puis elle fait juste l'attaquer complètement. Puis après ça, elle fout 2 billets de 10 puis un billet de 5 dans la bouche. Puis en tout cas, c'est Kelly est d'une violence là, dans tout ce film-là. Non, puis ça nous prend de court, tu sais, on se doute qu'il y a quelque chose qui va se tramer, puis bam, tu sais, ça nous prend un peu par surprise quand même. Puis non, c'est magique vraiment là, j'ai les répliques, puis tu sais, c'est ça qui est un peu particulier parce que c'est un peu la même chose qui se produisait dans le film The Killer que j'ai pas tant aimé pourtant de John Woo, mais c'était comme du badass, je sais pas comment le dire, d'action, on dirait que ça vient moins me chercher, là c'était comme du mélodrame, c'était comme trop over the top, c'est au final, c'est comme un peu les feux de l'amour, mais en parodie assumée là. Ouais, exactement, puis c'est le fait assumé, mais c'est le fait aussi que c'est pas trop flyé, tu sais, ça reste relativement crédible quand même, le tout se tient, leur univers l'univers que Fuller construit se tient, puis non, j'ai trouvé ça très très bien. Il y a beaucoup de parallèles à tirer avec justement Pulp Fiction, mais avec aussi The Deuce, la série sur la prostitution à New York. Excellente série HBO sur la prostitution avec James Franco, puis Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal qui s'appelle Candy d'ailleurs, je sais pas si c'est une vraie référence ou non, là, mais on a vu justement dans la série aussi, il y a des pimps qui attendent au gare. En fait, c'est plus c'est l'autobus, mais c'est métro probablement. Non, c'est l'autobus. C'est l'autobus, c'est des gens York, en fait qui viennent de la campagne, puis là ils arrivent à New York, ils veulent faire leur vie, un peu comme ce qu'on voit à LA aussi, qui veulent devenir tous actrices et acteurs, mais puis à New York c'est un peu le même principe, puis là évidemment t'as toujours des pimps qui attendent ça, puis qui essaient de spotter la fille. En fait ils spotent les petites filles innocentes là, qui veulent faire de l'argent, puis c'est dans le premier épisode de Deuce d'ailleurs, avec la fille qui va devenir la plus populaire de toutes les filles de la série, là, qui va devenir actrice porno dans une saison, etc. Puis c'est ça, c'est toujours l'aspect inattendu des situations qui viennent nous frapper, justement l'espèce de chorale d'enfants handicapés que t'es comme, voyons, quand est-ce que ça va finir, puis ça finit pas. Ils regardent directement la caméra aussi, là, puis ils chantent sans forcer, sans pousser, tu sais, fait que c'est vraiment très doux, très bas, très fade. Mais il y a un beau moment quand même avec les enfants qui m'a rappelé, personnellement, là, je suis une grande fan de Peter Pan, puis de tout le mythisme qu'il y a autour de ça. Dans le fond, j'ai fait énormément de travaux là-dessus, sur des parallèles entre Peter Pan et d'autres choses. Puis il y a justement la scène où Kelly leur lit une histoire, puis elle dit, si vous croyez, si votre imagination veut vous amener là, vous pouvez tout faire, puis tout ça. Puis là, ils sont dans un parc, puis ils ont plus de béquilles, puis ils courent, puis tout ça. Donc moi, ça me... Puis en plus, ils ont tous des chapeaux de matelots, puis de pirates, tout ça. Donc le parallèle est là. Par contre, le roman, c'est pas ça. Donc tu sais, il y a autre chose, mais moi, c'est sûr que c'est l'image que j'ai pu y voir, mais enfin, voilà. Non, mais c'est sûr, c'est clairement voulu aussi, là. Il y en a un qui s'appelait Hook, justement. Les autres, ils portent des noms un peu plus génériques, mais bon. Puis il y a beaucoup aussi de... pas comment le dire, des inner talks, là. C'est des gens qui pensent, là, puis t'es entends. C'est de l'introspection, là, comme l'espèce de diable puis ange, là, qu'on a vu maintes et maintes fois dans plein de choses. Mais là, c'est
des personnages. En fait, je pense que c'est dans Shock Corridor qu'on voit vraiment le personnage. Dans ce cas-ci, on le voit pas, mais on entend les pensées, puis c'est ça, t'as juste Constance Tower qui regarde un peu la caméra, là, dans une scène où elle est saoule aussi, puis là, elle se pose des questions, est-ce que je devrais épouser Grant ou pas, puis c'est un beau inner monologue. C'est ça, apparemment que c'est quand même une marque de commerce, une signature de Fuller dans ses films. Ben, on l'a vu, c'est ça. On l'a vu dans les deux qu'on a vus, mais c'est ça, il a fait au-dessus de 30 films, là, je pense, fait que c'est ça, je pense qu'on va apprendre à le découvrir tranquillement, mais une chose est sûre, c'est ça, c'est The Naked Kiss, ça va être absolument, ben, je peux pas dire rien de comme ce que vous avez déjà vu, là, parce que évidemment, il y a quand même 50 ans qui se sont passés depuis sa sortie, mais tu sais, c'est assez unique en son genre, c'est une expérience, c'est ça, vraiment, vraiment unique, là, tu sais, que le seul parallèle que je suis capable de tirer, c'est vraiment Tarantino, mais non, c'est ça, c'est vraiment particulier, puis bon, ok, c'est pas un film parfait non plus, on n'a pas des grosses... Ben, Constance Tower est vraiment bonne, mais à part ça, il n'y a pas de grosses performances de personnes, là. Tout le monde... Il y a Griff un peu qui est... il est correct, qui est quelque chose, surtout dans la deuxième partie, en fait, où là, ça devient complètement injuste, là. Puis là, il y a plein de choses pas le fun qui arrivent à Kelly en deuxième partie, des affaires qu'elle a cherchées aussi, mais les gens sont vraiment tous contre elle, puis c'est... Parce que c'est ça, la première c'est comme plus un mélodrame, la deuxième c'est comme plus une enquête policière, disons. Un peu comme Parasite. Mais non. Non, c'est non. Je voulais parler là. mais c'est ça, tu sais, ça reste vraiment une expérience particulière de visionnement, puis même si c'est pas un film parfait, vous allez voir, on en parle beaucoup en bien, puis finalement ma note est pas si bonne que ça, mais c'est ça, c'est vraiment... je le réécouterais n'importe quand, ce film-là, puis probablement que ma note changerait aussi, mais moi, je serais tenté, par contre, d'y donner 3 étoiles et demie sur 5. C'est vraiment un très bon film, mais c'est pas non plus... ça te fait pas vivre des grandes émotions, là, mais c'est juste, c'est ça, c'est un film qui est vraiment mené par son histoire complètement unique, puis déjanté, puis c'est ça. Il n'y a pas de jeu de caméra, il n'y a pas grand-chose, mais... T'sais, l'histoire est tellement bonne, puis c'est tellement cheesy qu'elle était. C'est pas un. On dirait que ça veut être un So Bad It's Good, mais ça devient un bon film tout simplement. Là. Mais moi, honnêtement, je suis pas d'accord avec les gens, les détracteurs. Là. C'était bon, Naked Kiss, Shock Corridor aussi. Mais. Tu sais, pour ma part, je disais tantôt, j'ai eu comme une petite déception, dans le fond, à la révélation là, qu'on attend, parce que justement, tu sais, au début, tout est comme vraiment beau, puis Granville, c'est donc extraordinaire, puis Granville aussi, je m'étais passé la réflexion, il y a le moment où on a un plan de haut, où Kelly marche après la gare de bus, là, que ça ressemble à la ville de tous les films américains, là, de Gilmore Girls, de Friends, de Back to the ça, Future. là, cette ville-là qui a un nom. En fait, c'est le courthouse, je pense, center ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, ça ressemble vraiment à ça. Ça fait vraiment studio, là. Ça a l'air de Pleasantville, ça a l'air parfait, ça a l'air... Puis c'est un peu l'image que la ville se donne aussi, puis veut donner aux étrangers. Finalement, c'est pas ça du tout qui se passe là-bas, mais... tu sais, j'ai eu une petite déception quant à la révélation parce que je m'attendais à quelque chose de plus grand, surtout de la manière que ça a été fait, en fait. Puis pour ta part, je sais que c'était pas le cas, puis t'as trouvé ça vraiment ingénieux comment ils ont présenté la grande révélation, mais c'est ça, on a comme la chanson, là, encore la chanson avec les enfants qui jouent chez Grant dans son espèce de manoir pas possible, puis dans le fond, là, elle arrive là, puis elle sait qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais, puis là, on se demande juste qu'est-ce qui va se passer, puis il y a juste comme une petite seconde, un petit plan, puis là, on est supposé de comprendre plein de choses qui nous expliquent après, mais c'était pas assez pour moi, tu sais, puis toi, t'as dit, ben non, c'est super clair, on comprend ce qu'ils ont voulu faire, puis tout, mais je suis pas de cet avis-là, puis c'est ça, après, on joue là-dessus beaucoup, puis c'est un peu là, dans le fond, mais somme toute, j'ai quand même mis un 3,5, là, puis c'est ça, il a fini quand même haut dans mon classement. C'est un 3,5 fort. Là, oui, oui, quand même, ouais. Mais c'est ça, il y a comme une petite affaire qui manquait, j'aurais voulu qu'il joue plus dans ce qu'ils nous donnent, dans le fond, puis ils le font pas. Donc, enfin, c'est ça. Mais on pourrait peut-être expliquer ce que ça veut dire Naked Kiss, parce que c'est peut-être pas clair, là. Donc, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, ben c'est comme c'est quand t'embrasses l'autre personne puis que t'as c'est comme un mauvais pressentiment, là, essentiellement. C'est une espèce de
faux. Ben, c'est ça, c'est une impression que t'as de l'autre en l'embrassant, quelque chose comme ça. Donc, c'est à peu près ça. Ben oui, mais en fait, c'était aussi dans l'entrevue qu'on a regardé, là, Constance Towers disait que c'était dans le langage des prostituées de je sais pas quelle époque, probablement celle-là, que dans le fond, le naked kiss, c'est quand t'embrasses quelqu'un, puis oui, il y a le feeling, mais c'est que ça goûte comme, je pense qu'elle disait le fer ou je sais pas quoi, là, ça goûte quelque chose de pas bon, là, puis un gut feeling que t'as, que tu dis, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, puis tout, puis on le voit ça dans le film, puis je m'étais posé la question quand ils s'embrassaient la première fois, sur le sofa de Grant, puis là, elle repousse, puis elle le regarde, puis on voit dans son visage qu'elle est vraiment pas sûre, puis elle fait « Ah ben non, finalement ». Puis là, elle l'embrasse encore, puis je me suis vraiment demandé pourquoi, puis c'est après, justement, quand elle explique c'était quoi, elle dit « J'ai eu un feeling, puis j'ai décidé de pas l'écouter », puis là, on se rappelle que ça a eu lieu, mais son feeling était bon, finalement. Ouais. Grant n'est pas une bonne personne. Ouais, donc 3.5 pour toi, c'est ça? Puis pour moi aussi. Dans la culture populaire, il n'y a pas grand-chose. Hein, non, ben c'est ça. En fait, c'est principalement là, des films, des séries qui vont référencer le titre où il y a le poster un peu partout, mais c'est pas des choses, pour ma part, que j'ai vues, là, donc je les ai pas notées tant que ça, mais il y en a pas beaucoup. Là. Non, c'est ça. C'est des films qui ont pas... qui ont plus gagné en popularité par la suite, qui ont gagné une espèce de statut de film culte, là, même si il n'y a pas des rassemblements de masse pour aller voir ça au cinéma nécessairement. Non, c'est ça. Mais somme toute, là, c'est vraiment un très très bon film qu'on vous recommande. Si vous êtes des fans de Tarantino, je pense que vous allez vraiment apprécier les films de Fuller en général, mais aussi The Naked Kiss et possiblement Shock Corridor. Mais bon, on se garde ça pour la prochaine émission. Donc, sans surprise, ça ne détrônera pas ni pour toi ni pour moi Le Silence des Agneaux de Silence of the Lamb, qui est toujours en première place de notre palmarès de films Criterion. Donc voilà, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, comme on dit, on continue notre double feature des films de Samuel Fuller avec Shock Corridor. Donc merci d'avoir été des nôtres. Puis on espère, c'est ça, profitez-en, il est sur la plateforme Criterion. Donc profitez-en pour aller le voir, ce film-là de Naked Kiss. Puis merci, puis à la prochaine émission. Merci.